Oui, merci, Karim. Donc, on se connaît bien, donc c'est pas la peine que je me présente, c'est déjà du temps de gagner. Voilà, on m'a dit il y a quelques jours, ben écoute, on a des problèmes de liberté, et puis on va faire on va fêter nos 77 ans. Est-ce que tu peux expliquer l'histoire du syndicalisme monégasque? Simple, quoi, n'est-ce pas? Donc je me suis attelée à cela. J'espère que je ne serai pas trop longue. Vous verrez que les problématiques posées à l'instant par Stéphane vont se recouper dans notre histoire et notre conception. Et en même temps, vous allez voir qu'il y a des problèmes nouveaux qui apparaissent. Donc on va pouvoir ensuite prolonger le débat à partir de ce que Stéphane nous a expliqué et de notre histoire. Voilà, bon, je voulais vous dire que l'avenir est à nous. Et je ne pouvais pas commencer cette petite explication sans prononcer dans cette salle, qui a pour nom la salle Charles Socal, cette phrase qui était l'une de ces formules emblématiques que nous avons si souvent entendues dans notre génération et qui était si importante. L'avenir est à nous, le combat continue. À nous, c'est-à-dire à nous, la classe ouvrière, à nous, la classe des travailleurs, des salariés, porteuse des potentialités du renversement de l'ordre dominant, de l'ordre capitaliste, de destruction des rapports sociaux tels qu'ils sont, qui fondent cette société, et donc porteuse du changement de société. Voilà, c'est ça le socle de notre existence, et c'est pour ça que nous sommes combattus. Parce qu'en face, ça les arrange bien que nous existions pour canaliser les mécontentements, pour réguler leur système, tant que notre activité et nos actions ne mettent pas en danger ce système. Et même dans le cadre du système lui-même, tant que cette activité ne met pas en péril, même partiellement, le pouvoir de la bourgeoisie, du patronat. Voilà. C'est bien parce que cette classe ouvrière, cette classe des salariés, donc classe ouvrière au sens large, est porteuse de cet avenir-là, que est sans cesse remis en question l'existence du syndicat de lutte. Et ça, c'est notre histoire. Ça, c'est notre histoire. Bon, comme le disait Sokal également, il est évident que la révolution ne partira pas de Monaco, c'est sûr. Hein. Mais en ce jour anniversaire, nous sommes un peu en droit, je pense, sur ce confetti de 2 km², où sont concentrés de manière provocante tous les symboles du capitalisme triomphant. Nous sommes en droit, donc, parce que c'est jour de fête, de sortir un peu la tête du guidon pour cesser de pleurer sur notre sort et sur notre activité, et nous féliciter, c'est une fois de la coutume, hein, une fois n'est pas coutume, du chemin parcouru. Parce que dans ce laboratoire du capitalisme, dirigé par une monarchie, c'est pas anodin de le dire, a pu se développer et perdurer une organisation syndicale qui, dans le préambule de ses statuts, affirme que l'antagonisme d'intérêts que nous évoquions trouvera sa solution dans la socialisation des grands moyens de production d'échange. Ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que lorsque ces grands moyens de production seront le bien commun, le bien des travailleurs. C'est ça, l'avenir est à nous. C'est ça ce qui nous a été transmis à travers cette phrase.
Et donc ça nous autorise non pas à rêver de l'avenir, hein, mais puisqu'on a parlé d'utopie, et je vois Alex qui m'avait souvent rappelé la phrase de Che Guevara, hein, l'utopie, ce n'est pas l'irréalisable, c'est l'irréalisé. Donc ça nous permet de réfléchir avec réalisme à notre avenir, même si la situation est compliquée et difficile. Voilà. Parce que l'histoire de l'USM, c'est l'histoire de cette bataille-là. C'est l'histoire de notre droit à l'existence. Avant-hier, nous étions encore en train d'essayer de négocier ce droit à l'existence avec le gouvernement et les patrons. Et donc cette histoire, c'est une bataille pour ce droit à l'existence qui est fortement marquée par sa caractéristique unitaire. Unitaire, très unitaire, historiquement unitaire. Des employés d'industrie, des employés de jeux, des employés de commerce, des employés les auxiliaires de biens, enfin, toute cette diversité, les artistes musiciens, puisque je vois Nicolas dans la salle, et donc cette diversité qui est notre force aussi, à Monaco. Voilà, parce que la pluralité, pour nous, c'est pas le pluralisme syndical. La pluralité, c'est la diversité des salariés à l'intérieur de l'USM. C'est pour ça que nous ne sommes pas d'accord avec cette notion de pluralisme syndical. Donc une bataille qui, je viens de le rappeler, se mène avec une loi qui existe encore aujourd'hui, qui repose sous le régime inconstitutionnel, mais il s'en fiche, en face, de l'autorisation à obtenir pour être un syndicat, et en plus avec des critères de nationalité pour le diriger. C'est ça notre histoire. Alors, je vais essayer de la raconter un peu, moi aussi, avec 4 périodes, je ne sais pas si elles se recoupent, mais enfin, peu importe. D'abord, dire que quand le syndicalisme à Monaco prend naissance, c'est comme en France, c'est par la transgression des lois. Au milieu du 19e siècle, il n'y a pas grand-chose hein, à Monaco. Il y a, on a relevé, je crois, l'existence d'une fabrique de dentelle en 1816, et au pied du rocher, où il y avait que le rocher et des champs. Hein. Et donc une fabrique de dentelle avec 400 personnes qui n'avaient rien d'autre jusqu'à la construction du casino. Et le casino, c'est vers 1860. Là, on commence à avoir des travailleurs hein, qui construisent le casino, les hôtels, les palaces, les commerces qui l'entourent. Et donc, tout cet environnement, c'est un début de présence ouvrière qui va plutôt se développer début 20e, avec l'installation de l'usine à gaz, de l'usine électrique, la brasserie, la minoterie, dont il y a un tout petit vestige place des Moulins, la minoterie, la chocolaterie, l'imprimerie de Monaco, etc., etc. Et là va naître l'activité industrielle à Monaco. Et avec elle, donc, une classe ouvrière qui se développera surtout après-guerre. Mais déjà, il y a des grèves. Il y aurait eu même des grèves, déjà vers 1910, lorsqu'on a construit le musée. Et c'est cette naissance de la classe ouvrière, d'ailleurs, c'est assez amusant, je trouve. Elle est actée en 1919 par le ministre d'État de l'époque, en personne, au moment du vote sur la durée du travail. C'était la bataille pour la journée de 8 heures. Et il dit au Conseil national que cette loi, il faut la voter parce que, même si elle sera votée, mais pas appliquée, hein, pendant 17 ans, je vous signale. Mais donc, le ministre d'État en personne nous dit, elle est faite, cette loi, pour la classe ouvrière. Cette parole dans la bouche d'un ministre d'État, je crois qu'on n'a jamais pu entendre. Elle est pour la classe ouvrière et pour les demoiselles de magasin qui avaient fait une démarche auprès du gouvernement. Voilà. En vérité, le vote, il est beaucoup plus motivé parce que
évidemment, dans le grand pays voisin, cette loi vient d'être adoptée, et que, surtout aussi, que les demoiselles de magasin en question avaient fait grève en 1918. Ça n'est pas anodin, parce qu'à ce moment-là, nous sommes dans la situation équivalente de ce que expliquait Stéphane avec la loi Le Chapelier, c'est-à-dire à ce moment-là, à Monaco, nous sommes encore sous le régime de l'interdiction de toute coalition, c'est-à-dire que la grève et tout ce qui pourrait ressembler à l'organisation d'un syndicat sont des délits punis par des peines de prison. Voilà, donc les demoiselles de magasin, elles ont fait grève en période elles ont transgressé les lois. Donc, le mouvement social monégasque, il va bien entendu être inspiré par ce qui se passe en France, mais c'est en bravant l'interdit qu'il va inscrire dans l'histoire la naissance du syndicalisme à Monaco. Et après la crise de 1929, bon, il faut passer très vite, où c'est la famine partout en Europe, où tout le monde cherche à cri après le salaire et le travail et le pain. C'est la montée du fascisme. Bon, je passe. Mais le mouvement social français, à ce moment-là, réagit à cette montée et organisé, comme on l'a dit, par la CGT, le Parti communiste, jusqu'à l'élection du Front populaire. Mais quand le Front populaire est élu, c'est l'explosion sociale, ce sont les grèves de 1936. Ce sont les occupations d'usines dont parlait Stéphane, les 40 heures et les congés payés. À Monaco, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Mais malgré l'interdiction qui est toujours en vigueur, malgré l'interdiction, le mouvement social va s'exprimer également. Et il va y avoir des grèves, l'occupation de l'usine à gaz, par exemple. Et la fameuse revendication de la journée de 8 heures, puisqu'elle n'a toujours pas été appliquée, va trouver enfin son aboutissement, c'est-à-dire que les textes d'application vont surgir de ce mouvement de grève et d'occupation à Monaco. Voilà, pendant ce temps, le patronat réagit aussi, en 1937, par exemple, il va s'investir dans la Casa Italiana, puisque Monaco, c'est le fascisme italien qui est d'abord en place à Monaco, va s'investir à la Casa Italiana pour réagir à ce qui se passe. Mais 1937 aussi, c'est la date à laquelle la CGT va créer à Beau-Soleil, à côté, une union locale CGT Beau-Soleil Monaco. Et donc, et c'est d'ailleurs un copain, un camarade qui avait été expulsé de Monaco pour avoir distribué des tracts, parce que c'était interdit. C'est René Vola qui devient le secrétaire général de l'union locale CGT de Beau-Soleil. Et tout de suite après, 1936-1937, tout de suite après, vont se créer des tas de syndicats de Monaco, qui sont donc illégaux, mais qui se créent. Le premier d'ailleurs, c'est le syndicat des employés d'hôtels, cafés, restaurants, en janvier, je crois, 1937. 200 salariés de l'hôtellerie monégasque se réunissent à Beau-Soleil et créent leur syndicat. C'est quand même intéressant, quoi. Et voilà, comme quoi, toute cette période nous démontre que lorsque un besoin s'exprime, qu'il devient irrépressible, tout est possible. Tout est possible. Bon, après-guerre, donc la CGT réunifiée va jouer un rôle de premier plan pendant la guerre. Pendant la guerre, on ne l'a pas dit, mais enfin, c'est la résistance en France. C'est la CGT et le Parti communiste. C'est clair. Et les gaullistes, oui. Mais enfin, le Conseil national de la résistance, qui va produire un programme pour pendant la résistance et pour après-guerre, parce qu'on voit loin, il va s'inspirer
de documents établis par la Confédération Générale du Travail. C'est clair. Et donc, à Monaco, quand il y a la libération, on a là ici une belle photo où on retrouve le papa de Monique avec un drapeau qui a la faucille et le marteau, qui arrive à la frontière de Monaco. Voilà, donc dès le 3 septembre, c'est la libération. Nous avons été interdits pendant des décennies, et très vite, le 6 octobre, le prince Louis II promulgue l'ordonnance loi qui crée la Confédération Générale des Travailleurs de Monaco. Ça, je crois qu'on l'a un peu oublié, mais je veux pourtant le rappeler. Voilà. Et fait tout à fait significatif, ou disons symbolique, symbolique pour nous, la Casa Italiane est réquisitionnée par le gouvernement pour être mise à disposition de l'Union des syndicats de Monaco. Voilà, bien entendu, nous avons des photos où nous voyons que les emblèmes fascistes sont donc enlevés et on va mettre à la place CGT. Voilà, alors ça c'était la première période en fait, mais nous entrons dans la deuxième. Et cette deuxième, c'est évidemment la période flamboyante pour nous, pour ici à Monaco. C'est la période des conquêtes sociales, il y a tout à faire, il n'y a rien. Donc la sécurité sociale, la retraite et le droit du travail qui va avoir pour base d'abord la Convention collective nationale qui est signée en 1945 par l'Union des syndicats de Monaco et la Fédération patronale, dans laquelle on commence déjà à dire, enfin on dit déjà, que les salaires à Monaco ne peuvent pas être inférieurs à ceux de Nice. Principe qui sera repris plus tard un peu différemment dans la loi, mais aussi remis en question de manière tragique. Voilà, mais c'est la libération, les travailleurs adhèrent en masse, même les chauffeurs de taxi qui ne sont pas salariés, et le rapport de force fait que ce droit du travail va émerger de ce tsunami formidable. Et nous entrons dans cette période de 1944 aux années 80 aussi, je crois que Stéphane en a parlé. À Monaco, ça prend une allure un peu différente. Mais, donc, quelles sont les caractéristiques, tout de suite après-guerre, du syndicalisme USM? C'est d'abord, vous l'avez compris, vous le comprendrez pourquoi, des batailles syndicales qui se mènent concomitamment avec la CGT. Les mêmes quand la CGT organise des mouvements, l'USM, elle y est dedans. Parce que, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de le dire. C'est que, très important, lorsque l'Union des syndicats se crée, à la Libération, le gouvernement monégasque négocie avec la CGT et lui demande de bien vouloir accepter que l'Union des syndicats de Monaco ne soit pas une union locale, mais une union départementale. Ce qui fait que notre secrétaire général siégera au comité confédéral national de la CGT. Donc, tout de suite après-guerre, les batailles, ce sont celles de la CGT. Voilà. Mais il faut dire quand même que si le bond en avant dont j'ai parlé, du droit du travail, va avoir lieu, il va donc s'inspirer du droit français, largement, pendant toute cette période-là. Mais toujours, dès le départ, à l'exception de tout ce qui est synonyme de près ou de loin, d'une potentielle remise en cause du sacro-saint pouvoir du patronat dans l'entreprise. Et donc, d'entrée, pas de comité d'entreprise. Voilà, ça c'est une question forte, c'est-à-dire le refus d'entrée de ce que disait tout à l'heure Stéphane, à savoir de la démocratie sociale. Le régime politique veille à la pérennité de l'ordre dominant. Entrée. Et voilà. Donc, mais il y a aussi des luttes particulières à Monaco. Il va y avoir l'occupation du casino pendant 10 jours en 1946. Il y aura la grande bataille pour le 5% monégasque. Et il y aura ensuite, plus tard, les formidables actions pour le paiement des 12 jours fériés.
notamment avec l'implication, puisqu'on a parlé d'étrangers, l'implication très importante des frontaliers italiens dans cette bataille. Si aujourd'hui ces jours fériés sont payés à tous les salariés de Monaco, c'est parce qu'il y a eu ces frontaliers et des dirigeants frontaliers. Et d'ailleurs, plus tard, il y aura une bataille pour qu'ils puissent bénéficier des assurances chômage en coopération avec la CGIL. Voilà. Donc, après-guerre, très vite, le capital, il essaie de récupérer tout ce qu'il a perdu. Et en France, va intervenir, bon, en 1947, l'éviction des ministres communistes du gouvernement, qui ont créé la sécurité sociale, enfin, vous connaissez un petit peu hein, l'histoire en prosa, enfin, ceux qui suivent nos stages, mais aussi la scission force ouvrière. Et, ça c'est 1947, et à Monaco, bien entendu, ils ne vont pas rester être en reste. Donc deux actes importants à Monaco, 1951 d'abord, et pour parvenir au même résultat, hein, on cherche les mêmes résultats, hein, c'est l'époque de la guerre froide en France, donc 1951, vote de la loi sur le pluralisme syndical. C'est cette loi qui est encore en vigueur aujourd'hui. Voilà. Mais quand même, cette loi, tout de suite, va être rejetée par les travailleurs qui vont réagir en masse et elle sera suivie par une très longue période unitaire dans le syndicalisme monégasque. Et 1952, tout de suite après, à l'occasion d'une grève dans l'hôtellerie qui va durer 9 jours, hein, là alors c'est encore plus grave, en 1952, donc il y a vote dans la nuit d'une loi anti-grève, par laquelle il est dit que s'il veut, le ministre d'État peut interdire la grève. Voilà. Et des militants, des dirigeants qui sont expulsés de Monaco, les dirigeants de la grève, notamment de l'hôtellerie, du casino, qui sont expulsés de Monaco, et Charles Socal et Max Bruce qui sont arrêtés pendant 48 heures, ils ne sont pas expulsés parce qu'ils sont monégasques. Voilà, c'est clair. Hein, donc, pendant ce temps, on expulse les autres. Et bien entendu, on envoie des ouvriers enlever sur la façade de l'USM les lettres CGT. Hein, avant de les remettre de nouveau, de remettre ce local à l'usage de l'USM. Voilà. Et notons aussi, parce que c'est quand même les libertés, chez nous, c'est enfin, comme ailleurs, hein, mais nous l'avons vécu, vraiment, c'est dans nos tripes, hein, l'histoire des libertés à Monaco. Dès tout de suite après, notons les démêlés avec l'État monégasque pour l'adoption de nos statuts, qui ne seront reconnus par l'État monégasque qu'en 1982. Non, 85. C'est-à-dire que nous avons vécu avec nos statuts, je ne sais pas si c'est de la transgression, mais en fait nous avons vécu sans qu'ils soient reconnus. Voilà. Nous les avons imposés en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors bon, bien entendu, comme en France, il va y avoir 10 ans plus tard la consécration du syndicalisme au rang de liberté fondamentale dans la Constitution de Monaco. Et nous notons qu'en 68, à Monaco, je passe rapidement, il y a aussi des mouvements importants et l'instauration, la reconnaissance du syndicalisme dans l'entreprise, mais toujours avec une certaine restriction, puisqu'il n'y aura pas de création de section syndicale, mais simplement la reconnaissance du délégué syndical. Bon. Et puis, pendant toute cette période-là, toute cette période qui s'est écoulée, notre syndicalisme approfondit sa personnalité, et à l'approche des années 80, l'Union des syndicats et la CGT décident d'entériner une situation
qui était de fait, puisque donc, je vous rappelle, nous sommes toujours dans la CGT à ce moment-là. Hein. Donc, mais de fait, en fait, nous sommes devenus l'organisation syndicale nationale à Monaco, et il faut reconnaître entre la CGT et l'Union des syndicats de Monaco qu'il faut entériner cette situation de fait, sans qu'il y ait d'ailleurs aucun nuage entre les deux directions de la CGT et de l'USM, je tiens à le souligner. Il est temps de régulariser une situation, donc par un acte officiel que nous avons un petit peu tardé à prendre, et donc un accord de coopération va intervenir dans les années qui vous précèdent 80, je crois que c'est en 79, qui va confirmer l'indépendance de l'Union des syndicats de Monaco et l'existence de relations privilégiées entre les deux organisations. Voilà, et à ce moment-là, on coopère avec le secteur international de la CGT. Voilà, mais il faut savoir que nous sommes toujours, évidemment, extrêmement proches, et donc influencés aussi par les positions de la CGT de l'époque. Et là, je veux le signaler sur un point, qui ensuite va devenir un point où il y aura des différences. C'est qu'au moment où la CGT quitte la Fédération syndicale mondiale, cherche à adhérer à la Confédération européenne des syndicats, je pense qu'on en parlera tout à l'heure peut-être avec Jean-Pierre, je ne sais pas, mais suite aussi à un débat interne qui intervient dans l'USM, notamment à l'initiative du syndicat des banques, nous allons opter pour présenter notre demande d'adhésion à la Confédération européenne des syndicats. Ça sera en 1978. Cette adhésion sera refusée sous un prétexte ridicule, mais la véritable raison, c'était nos liens avec la Confédération générale du travail. Et j'en arrive, après avoir signalé cela, parce que, en fait, on peut dire, je peux le dire tout de suite, que l'acceptation de l'adhésion intervient en 2006. Mais en 2006, la direction de l'Union des syndicats de Monaco a beaucoup évolué sur cette question de la CES, a regardé, a vu ce qui s'est passé. Donc, nous avons adhéré, nous participons à certaines réunions, mais la vision critique de la Confédération par rapport à la CES s'est approfondie, et nous sommes très embarrassés en vérité, parce qu'en 2006 on nous dit « Oh mais ça y est, vous pouvez adhérer, c'est bon, vous êtes acceptés ». Donc il y a un débat, nous disons « Bon ben, il y a ce débat, j'en ai parlé, nous participons ». Mais finalement, nous ne participons que pendant 3 ou 4 ans. Et après, nous prenons très clairement nos distances, si bien que lorsque le dernier congrès décide que nous nous désaffilions de la CES, en vérité, nous n'y participons plus de fait depuis déjà 7 ou 8 ans. Et nous arrivons aux années 80. Pour Monaco, c'est la rupture, disons, hein, des années de rupture. Parce que la politique sociale monégasque va prendre un tournant brutal, que nous n'avons pas compris tout de suite, d'ailleurs, je vais y revenir. Peut-être est-ce que parce qu'il y avait eu le programme commun de la gauche avec le Parti communiste, mais après il a déjà volé en éclats depuis plusieurs années, donc c'est un peu court de le voir comme ça. En vérité, nous pensons que c'est la période qui est marquée par l'affirmation de l'ultralibéralisme. C'est les années Reagan, Thatcher, et à Monaco, en 80, c'est ce virage ultralibéral qui est pris. C'est très brutal, et il va y avoir donc une rupture radicale
dans la politique par rapport à la politique sociale antérieure, et le rejet